Alors je vais vous parler de la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise, que certains appellent CSR, Corporate Social Responsibility. Et je vais vous en parler dans le cadre de ce que j'ai connu chez Total, où nous sommes obligés de faire très attention à ce sujet-là, qui est un sujet prioritaire. Si vous aviez été chez Total aujourd'hui, j'aurais dû commencer par la valeur principale du groupe. Avant de vous dire bonjour, j'aurais dû vous parler de la sécurité. Car c'est le plus important, il n'y a pas une réunion chez Total qui commence sans que l'on parle de sécurité. J'aurais dû vous dire, en cas d'incendie, vous allez sortir par de ce côté-là, on se retrouve à tel endroit. Bon, je ne connais pas les lieux, donc je ne vais pas le faire. Mais en plus, comme ça ne suffit pas, chaque réunion commence par une histoire de la vie quotidienne qui met en jeu la sécurité. Et pour qu'il y ait un esprit sécurité permanent dans la tête des gens. On y reviendra, mais je voulais quand même le signaler en valeur principale. Alors, je vais vous présenter en fait les raisons de notre politique CSR. D'abord, je vais vous parler des caractéristiques de notre business case, c'est-à-dire pourquoi nous sommes impliqués dans la responsabilité sociétale d'entreprise et comment cette question se pose dans notre société, et ensuite comment on y répond en pratique. Bien, chez Total, comme toutes les compagnies pétrolières, nous avons affaire à un certain nombre de challenges, et ils sont très nombreux, très nombreux, et je pense que vous allez voir que tous les challenges de la vie professionnelle sont concernés dans une compagnie comme une compagnie pétrolière. D'abord, il y a des challenges environnementaux. Vous voyez ici le torchage du gaz. Quand on produit du pétrole, il y a une partie gaz importante, et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Alors, on peut le réinjecter de manière à augmenter la pression dans le sol pour faire sortir plus de pétrole. C'est très coûteux, ça s'appelle du gaz lift, ou le brûler ou le torcher. Mais ceci est totalement detrimental, comme diraient les Anglais, totalement nuisible à l'équilibre de la planète et réchauffe bien évidemment la planète. Donc ce sont des pratiques que nous ne faisons plus et que nous éliminons petit à petit à grands coups de dollars, c'est évident. Nous avons également des problèmes d'environnement. Lorsque vous avez ici vous voyez une pollution, je pense que c'est au Gabon, vous avez des stockeurs qui ont débordé suite à des tempêtes, et donc ça crée des pollutions. Et puis il y a, là c'est une photo du Nigeria, où il y a des atteintes à l'environnement parce que il y a des incendies, il y a des pollutions également. Donc tout ça, ce sont des challenges, des vrais challenges que nous devons traiter et qui font partie bien entendu de notre politique de responsabilité sociétale. D'autres types de challenges environnementaux, des zones humides près d'une raffinerie qu'il faut préserver, la mangrove, ça c'est en Indonésie, la mangrove où il y a des orang-outans, où il y a une faune et une flore très particulières qu'il faut préserver alors que nous avons des installations pétrolières à côté. Récif corallien près d'une usine de GNL au Yémen, nous faisons passer des pipes qui relient cette usine à la mer. Il faut protéger les coraux, les déplacer presque un par un pour s'assurer qu'on ne détruit pas la nature. Donc c'est ça pour vous donner des exemples de challenges environnementaux. Alors, les autres challenges de l'industrie, il y a des challenges sociétaux en plus des challenges environnementaux. Il y a la coexistence des villes et des usines. Vous verrez sur des photos que j'ai après que les villes se sont agrandies et se trouvent aujourd'hui très proches de nos usines. Il faut savoir comment assurer la sécurité de ces populations. Il y a un autre sujet sociétal, c'est l'écart de richesse entre nos projets et les communautés qui les accueillent. C'est très vrai en Afrique notamment, où vous avez des villages qui restent dans le même état qu'ils étaient il y a encore 100 ans, et qui voient le pays prospérer, la société pétrolière prospérer, et eux rester dans le même état de dénuement, et qui comprennent mal cette situation, et qui viennent s'adresser donc à nous pour dire faites quelque chose pour nous. C'est également une industrie qui est très intensive en capitaux, mais peu intensive en main-d'œuvre.
parce que beaucoup de choses qu'une compagnie comme Total ne fait pas elle-même ses travaux de plateforme. Les travaux sont confiés à des contracteurs qui se trouvent en Corée, qui se trouvent dans des tas de pays. Et donc nous nous contentons, si j'ose dire, de payer, de concevoir le schéma, mais ce n'est pas nous qui faisons les travaux. Et donc les gens voyant arriver Total disent bah, c'est bien, il va y avoir de l'emploi. Non, il va y avoir de l'emploi chez Bouygues, il va y avoir de l'emploi chez Schlumberger, chez des compagnies contracteurs. Et généralement, c'est rarement dans le pays d'accueil, parce que ce sont de la très haute technologie. Voilà, alors pour revenir en image sur ce que je disais, vous voyez la ville de Feyzin, Feyzin qui est donc la banlieue de Lyon. Vous aviez une raffinerie en 1964, elle s'est installée dans un endroit où il n'y avait personne. Et puis quand on regarde en 2010 à quoi ressemble Feyzin, ben, vous voyez que tout le monde s'est installé autour. Et une usine chimique classée Céveso en plein milieu du couloir rhodanien avec 2 autoroutes qui passent à côté, ça crée des responsabilités. Et on n'était pas prêt à ça, il faut gérer ce problème et il faut tenir bien le voisinage informé de toutes les règles de sécurité en cas d'accident. On est au centre également, l'industrie pétrolière est au centre de la question climat-énergie. Alors nous avons d'un côté l'obligation, c'est notre fonction, de satisfaire à la demande en énergie. Il faut voir qu'1 milliard de personnes aujourd'hui n'ont pas d'accès à l'énergie, principalement en Afrique, mais aussi en Asie, et qu'il est le rôle d'une compagnie pétrolière de donner accès au maximum de personnes à l'énergie. Mais la contrepartie, si j'ose dire, c'est la question du changement climatique à laquelle nous sommes extrêmement sensibles, et je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que nous faisons pour maintenir les demandes d'un climat avec moins 2 degrés, comme les experts le demandent. Alors, la question qui se pose, c'est le pétrole est-il une bénédiction ou une malédiction? C'est le fameux Dutch disease. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression, la Dutch disease. C'est donc la maladie hollandaise. Lorsque la Hollande a trouvé le champ de Groningue au nord des Pays-Bas, le pays s'est un peu assoupi. Et le travail a été relégué par une économie de rente. Ça a duré un certain temps jusqu'à ce que le pays se remette au travail. Mais dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, il y a une forte tendance à utiliser cet argent pour autre chose que créer de nouveaux emplois, ou bien des emplois productifs. Alors ça, c'est effectivement un vrai problème, cette Dutch disease. D'un autre côté, et ce sont les exemples négatifs des impacts du pétrole, mais il y a aussi des impacts positifs. Je voudrais quand même citer la Norvège, qui est un système exemplaire, puisque la Norvège met de l'argent de côté pour ce qu'ils appellent les générations futures, dans un fonds pétrolier qui réinvestit dans des actions de manière à profiter encore plus des bénéfices du pétrole. Et cela crée bien plus de richesses dans le pays. C'est l'exemple positif que la Norvège essaie de montrer au monde entier en faisant des conférences, en venant aider ces pays. Il y a une organisation qui s'appelle NorAid, une aide norvégienne, qui parcourt le monde pour donner des solutions durables pour l'économie des pays. Donc c'est malédiction, bénédiction, oui, malédiction dans certains endroits, bénédiction ailleurs. Tout ça pour vous dire qu'il y a peu de secteurs qui sont exposés, autant que le secteur pétrolier, à tous ces challenges. On a vu qu'il y a des sujets environnementaux, des sujets de transparence financière, des sujets de contribution au développement, des sujets du futur énergétique, changement climatique, droits de l'homme et des minorités. On va voir tout ça, tous ces sujets dans mon exposé. Et donc il faut s'en occuper. Ce n'est pas une option pour nous, parce que nous devons donc avoir des pratiques fortes, robustes et performantes. Et mon exposé va se structurer autour de ce que l'on fait dans ce cadre-là, puisque là on vient de voir quels étaient les challenges. Maintenant je vais vous parler de comment on y répond. D'abord, il y a 4 axes. Le premier, c'est d'abord éviter et réduire
ou compenser nos impacts négatifs, car nous sommes bien conscients que nous avons des impacts négatifs dans certains pays, même dans tous les pays, mais le fait même par exemple de surpayer des employés introduit un déséquilibre économique dans le marché du travail. Et les gens du pétrole, dans beaucoup de pays, sont mieux payés que les activités normales du pays. Mais il faut également augmenter nos impacts positifs. On verra tout ça dans le détail. Et puis, deux sujets un peu spéciaux. Prendre en compte et s'impliquer dans les enjeux du changement climatique, qui est un vrai sujet et sur lequel nous acceptons largement notre responsabilité, notre part de responsabilité, et donc ce que nous devons traiter à notre niveau. Et puis prendre en compte les droits humains, et vous verrez que l'activité pétrolière nécessite une connaissance des questions de sécurité, de protection, qui doit tenir compte des droits de l'homme. Puis si on ne le fait pas, si on néglige tout ça, ben voilà ce qui nous arrive dessus. C'est toutes les ONG qui nous tombent sur le dos et qui nous accusent de toutes les avanies, et qu'après nous avons un problème de réputation, qu'il faut gérer avec de la communication, ça devient infernal. On a connu ça notamment au Myanmar pendant une dizaine d'années, où nous étions accusés de tout, même de choses totalement absurdes, du genre les gens de Total font marcher les enfants sur des champs minés pour voir s'il y a des mines. Enfin, des choses incroyables. Mais contre la calomnie, vous ne pouvez pas grand-chose, sinon faire une politique d'ouverture et demander aux gens de venir voir, aux journalistes, aux diplomates, aux politiques, de venir voir sur place la réalité et de témoigner ensuite. C'est ce qui a été fait, et ça prend du temps. Détruire une réputation, ça se fait en 1 an, la remonter, c'est 10 ans. Voilà, vous connaissez toutes ces ONG, hein, chacun a leur spécialité. Alors, d'abord, limiter les impacts de nos activités auprès des populations. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple au Yémen et puis un exemple au Cameroun. Et comment on traite ce genre de sujet de manière concrète à travers 2 exemples. Voilà, le Yémen, c'est ça. Enfin, la partie pétrolière du Yémen, c'est ça. À première vue, quand on débarque au Yémen, on se dit bon, ben, il n'y a pas de vrai sujet, il n'y a personne, le terrain est libre, il y a un désert, c'est parfait, et puis on peut faire ce qu'on veut. Oui, sauf qu'il faut quand même remarquer qu'il y a ici un petit monticule. Si je mets le doigt devant, ça va pas. Voilà, un petit monticule là. On remarque, et puis il y en a un autre un peu plus loin. Bon, alors on peut très bien passer outre, sauf que ce sont des rigoles d'irrigation. Pourquoi, on n'en sait rien dans un premier temps, mais on se renseigne. Et puis on continue à investiguer. On voit qu'il n'y a personne, hein, mais si, il y a quand même des gardiens de chèvres au Yémen. Et on ne peut pas les ignorer, ils ont des passages, donc il faut leur demander en quoi le passage de nos pipes va les gêner. Si on met des pipes qui empêchent la transhumance, si j'ose dire, parce que la température étant la même, l'été et l'hiver, la transhumance de leurs animaux, ça pose un problème. Donc est-ce qu'on doit enterrer les pipes, ou est-ce qu'on doit les faire passer très au-dessus, ou est-ce qu'on doit les laisser à même la terre? Donc il y a des enquêtes d'opinion publique, si j'ose dire, à faire, même dans des pays apparemment simples. C'est notre photo du Yémen. Ça, c'est les travaux qui sont faits pour mettre un pipeline sous terre. Et puis, on voit ça également au Yémen. Alors, on s'est demandé pendant quelques semaines, qu'est-ce que c'était que cet arbre? À première vue, c'est une parfaite piste pour un camion, il n'y a qu'à enlever l'arbre et c'est terminé. Ben, si vous faites ça, vous mettez le pays à feu et à sang. Parce que cet arbre, c'est l'arbre qui sert pour les abeilles du Yémen à butiner et à faire un miel qui est considéré comme l'or du Yémen. Si vous ne le savez pas, vous allez au devant de catastrophe. Donc il faut parler aux gens, et généralement les enquêtes sociétales dans tous les pays dans lesquels on s'installe durent environ, avant qu'on commence le moindre travaux, durent environ 1 an. 1 an de discussion avec les populations, on va demander si on peut faire passer le pipe à droite, à gauche, si on peut, si ça les gêne, s'ils ont besoin de travail,
essayer de connaître la situation sociale de ce pays. Autre exemple dont je voudrais parler, que j'ai connu personnellement, parce que je m'en suis occupé dans le cadre de mes fonctions, c'était le Cameroun. Au Cameroun, nous avions un vieux vaisseau, une sorte de tanker, qui servait à garder, à conserver le pétrole venant de l'offshore et autour duquel les bateaux venaient s'arrimer pour prendre le stock qui était dans ce bateau. Ce bateau était vieux, il s'appelait le Serepka, et il a fallu au bout d'un moment s'en débarrasser. Alors il y a plusieurs méthodes pour s'en débarrasser. Aux États-Unis, très souvent, les plateformes, les bateaux, on les traîne jusque dans une grande faille, une faille de 8000 mètres de profondeur, on les coule, et ils sont au fond de la mer à 8000 mètres de profondeur, ils ne gênent personne. Bon, c'est pas terrible sur un plan environnemental. D'autres armateurs les envoient, comme vous voyez ces photos, sur les plages de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, pour être désossés de manière très artisanale, souvent d'ailleurs par des enfants qui n'ont pas 10 ans et qui vont mettre leurs mains dans des produits dangereux, voire radioactifs. Il était hors de question que nous utilisions une telle méthode pour désarmer le Serepka et que l'on voit le drapeau de Total avec des enfants faisant ce travail. Donc on s'est dit, on va le désosser correctement, c'est-à-dire le mettre dans un yard, et puis le yard va s'occuper pièce par pièce de ce bateau. Sauf que nos ingénieurs n'ont pas l'habitude de faire ce travail. Ils savent construire des plateformes, mais démanteler, on ne le fait pas souvent. Et ils avaient une expérience assez limitée. Et leur grande crainte était d'avoir les ONG qui leur tombent dessus. Alors ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Est-ce que tu peux nous garantir que les ONG ne nous tomberont pas dessus? Il n'y a qu'une seule solution, c'est de les associer à votre démarche. Voilà. Associer les ONG, c'était très risqué pour eux. Je dis, mais vous faites les choses bien, vous avez l'intention de faire les choses le mieux possible. Oui, mais on va se faire quand même esquinter. Pas forcément. Donc on a essayé d'abord, dans un premier temps, de repérer les ONG qui s'occupaient de démantèlement des bateaux. Il y en avait deux, une en France qui s'appelle Robin des Bois, et une en Belgique qui s'appelle Shipbreaking Platform. Pour des raisons, après avoir fait une petite enquête sur l'une et sur l'autre, on a préféré parler avec la Belge, et on a pris contact avec cette organisation, où on a rencontré deux jeunes femmes de 35 ans environ, qui s'y connaissaient bien mieux que nos ingénieurs en démantèlement des plateformes. Et qui ont été surprises de nous voir arriver. On dit, c'est la première fois qu'un industriel nous demande des conseils. Pourquoi pas? Et alors, ils nous ont demandé, ils disent, bon, on veut bien vous aider, mais ce qu'il faut, c'est que vous nous montriez vos plans de déconstruction du bateau, et on vous dira si vous faites les choses selon ce que l'on estime être bien ou non. Elles ont regardé pendant 3-4 semaines notre plan. Elles se disent, oui, il n'y a pas de problème, vous avez fait à 96% ce qu'il fallait faire, on vous signale tel et tel problème que vous avez oublié. Pas de problème, on va le faire, on va le rajouter. Mais on a un petit service à vous demander, ils ont fait ça gratuitement. On a un petit service à vous demander en contrepartie. Vous avez prévu 2 yards pour démanteler ce bateau. Un yard en Irlande, qui est celui où a été construit, en Ulster, où a été construit le Titanic, qui est maintenant un yard de déconstruction. Et puis un autre en Turquie. Nous, on a une idée sur un 3e yard qui est en Chine, qui est près de Shanghai, et dont on entend parler beaucoup en bien. Et on aimerait bien que vous le mettiez dans votre appel d'offres pour voir s'ils sont valables. On s'est renseigné sur ce yard, effectivement, beaucoup de choses, on ne l'avait pas vu, beaucoup de choses positives nous sont apparues, et à l'appel d'offres, ils sont arrivés en tête, sur tous les plans, pas sur le plan argent uniquement, mais sur le plan sécurité, sur le plan respect des employés. On s'est aperçu que les employés avaient tous une voiture, qu'ils avaient tous un week-end, qu'ils avaient tous des vacances, qu'ils avaient des payes correctes. Et donc, ils ont sur tous ces aspects-là, les aspects sociétaux et les aspects de coût pour nous, on a choisi ce yard. Alors ça nous a coûté un peu plus cher parce qu'il fallait faire venir le bateau, à démanteler du Cameroun jusqu'en Chine, ce qui quand même est assez long.
Tout s'est très bien passé et l'ONG nous a demandé, en contrepartie également, qu'on leur fasse un rapport sur la manière dont travaillait ce yard chinois, rapport qui a été positif. Voilà. Et donc ça s'est très bien passé, cette relation avec les ONG a été salutaire pour le groupe. Nous n'avons pas été attaqués, même au contraire, cette ONG dans ses revues nous a remercié de leur avoir fait confiance. Voilà une expérience au quotidien de responsabilité sociétale. Alors, ça c'est pour les impacts négatifs qu'on essaie de mitiger, mais il y a également des impacts positifs qu'il faut pouvoir augmenter. Et en pratique, on a quelques levées d'action à plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau de la chaîne des valeurs et au niveau local. Au niveau local, on va le voir dans le détail, c'est les programmes socio-économiques. Toutes les slides qui suivent vont être sur le problème du niveau local. Mais, donc je voudrais quand même dire deux mots en vitesse sur les deux autres niveaux. Au niveau national, c'est principalement d'avancer sur la transparence des revenus. Le problème dans beaucoup de pays, c'est que vous avez dans les contrats des clauses de confidentialité qui nous interdisent, nous compagnies pétrolières, de dire combien on paye d'impôts dans le pays. Alors, c'est très désagréable pour les populations qui veulent savoir, et l'opposition dans des pays, l'opposition politique, qui veulent savoir combien le pays touche et qu'est-ce que le pays fait de cet argent. Je me souviens, moi, quand j'étais au Cameroun, je recevais régulièrement les maires des villages proches de nos installations et qui disaient vous êtes riches, nous on est toujours aussi pauvres, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et je ne pouvais pas à l'époque, maintenant je peux, mais je pourrais si j'étais là-bas, je ne pouvais pas à l'époque leur dire mais vous savez, le profit du pétrole se partage au Cameroun 87% pour l'État, 13% pour les compagnies pétrolières. Donc, si vous avez quelque chose à demander, il faut peut-être commencer par demander à Yaoundé et non pas à ceux qui gagnent 13%. Bon, mais ça, je ne pouvais pas le dire, donc j'étais obligé d'écouter leurs récriminations et puis d'attendre qu'ils aient fini de discuter, ce qui était très, très inconfortable. Aujourd'hui, il existe depuis 2002 une organisation qui s'appelle l'Initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITIE, que nous avons largement promu. Je suis personnellement au bord de cette organisation depuis 2008. Et c'est une organisation assez originale dans laquelle sont réunies les compagnies pétrolières d'un pays, le gouvernement du pays et les ONG de ce pays, et qui se mettent d'accord pour publier les revenus en impôts que le pays reçoit des compagnies pétrolières et minières. Et aujourd'hui, il y a 53 pays qui ont adhéré à cette initiative. Vous avez peut-être vu dans la presse que les États-Unis, qui avaient adhéré dans un premier temps, viennent d'en sortir, effet de la politique du président Trump. Ce n'est pas la seule raison. L'autre raison aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, vous êtes propriétaire de votre jardin, vous êtes propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. Et donc, toute personne qui a un jardin et qui se dit il y a peut-être du pétrole chez moi, veut absolument un derrick dans son jardin pour devenir millionnaire. Alors qu'en France, vous avez un jardin, vos droits se terminent à 9 mètres, je crois, et puis vous n'avez aucun droit sur les minéraux. Donc les propriétaires d'une maison ou d'un terrain ont les inconvénients, mais en aucun cas n'ont le bénéfice des ressources qu'ils ont sous leurs pieds. Donc il y a des petites licences aux États-Unis, toutes petites. Si vous rajoutez à cela le fait qu'ils doivent payer des impôts au niveau du comté, au niveau de l'État, au niveau de l'État fédéral, demander à tous ces gens de déclarer des revenus pour des petites surfaces comme ça, c'est une usine à gaz. Et les Américains n'aiment pas tellement s'encombrer de problèmes administratifs qui ne servent pas à grand-chose. C'est vrai que les États-Unis, c'est quand même un pays où on peut estimer que la fiscalité est suivie et que ça demande beaucoup de travail pour un résultat assez faible. Donc c'est aussi l'autre raison, ce n'est pas que la politique du président Trump. Donc l'ITIE pour la transparence des revenus. Au niveau de la chaîne de valeur, le local content, c'est une expression que vous entendrez beaucoup, vous avez déjà entendu, le contenu local, c'est-à-dire faire travailler
sur place des activités qui sont pour des installations sur place. Faire construire une plateforme en Corée lorsqu'il s'agit de faire développer un champ au Gabon, quelque part on ne répond pas à cette attente de travail, d'emploi qu'ont les populations. Donc c'est à nous de trouver des solutions pour donner le maximum d'emplois local, mais en respectant nos règles de sécurité, en respectant toutes les règles de savoir-faire que l'on impose à nos contracteurs. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire changer parfois nos plans, changer nos méthodes. Un exemple, un bateau qui devait contenir des réserves de pétrole, généralement ils se font en métal, enfin en acier, et ils sont faits en Corée. C'est eux qui manient bien ces techniques. Pour l'Angola, eh bien, on a décidé de faire exceptionnellement ce même bateau qui quand même représente 3 fois ou 4 fois la taille d'un terrain de football. Hein. Ce n'est pas des petits bateaux, c'est ce qu'on appelle des FPSO, Floating Platforms. Eh bien, on a décidé de le faire en béton. Le béton, ça coule pas, ça flotte. Hein. Il suffit de trouver la bonne configuration. Le béton, les Angolais savent le travailler. L'acier, non. Donc, on change nos plans, on recalcule tout en fonction du béton et non pas de l'acier, et ça te provoque de l'emploi localement. Pour avoir des contracteurs locaux, il faut qu'ils respectent nos propres règles de travaux. Ça veut dire qu'on doit les former, parce qu'ils ne vont pas inventer du jour au lendemain des règles de sécurité, des règles. Donc on a tout un travail de formation pour que l'on puisse donner du travail aux employés locaux. Donc on participe de cette manière à l'élévation des standards. On est la meilleure école d'une certaine manière, je ne parle pas de nous Total, mais les pétroliers en particulier, la meilleure école pour élever les standards de construction dans ces pays. Et puis au niveau local, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est les programmes, ce qu'on appelle les programmes socio-économiques, qui sont souvent assimilés comme le grand objet de la politique sociétale des compagnies. Vous avez vu auparavant qu'il y a d'autres choses quand même. Ce n'est pas que les programmes socio-économiques dans les villages. Il y a des choses aussi importantes, voire plus importantes à mon sens. Donc passer, comme il est écrit ici, passer de l'assistance au développement à un développement participatif. La pire des choses dans le développement socio-économique, c'est de créer une relation d'assistance où les gens, finalement, des villages, voient les compagnies créer des ponts, créer des routes. Et puis, au Myanmar, c'était assez particulier. On avait une population de 50 000 personnes autour de nos installations. On a fait qu'il y ait des routes correctes. Ça nous servait à nous, mais ça servait à eux également. On a fait que les gens aient des travaux et développent une certaine richesse dans les villages. Bon, quand ils ont eu les richesses, ils ont eu le problème de la richesse, les déchets. C'est-à-dire ils avaient tous des bicyclettes, des motocyclettes, ils avaient tous des téléviseurs, et ces petits villages birmans qui étaient très coquets, tout d'un coup, se remplissaient de poubelles, et il n'y avait pas de service de poubelle. Et quand on demandait aux Birmans, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces déchets qui traînent partout, eh bien, ils disaient, Total va les enlever. Et là, vous créez une société d'assistés. Et ce qu'il faut, c'est faire participer les gens à leur propre développement. Ils ont de la richesse, eh bien, ils créent un pot commun à travers des impôts locaux, de manière à créer un incinérateur qui va brûler les déchets. Ils se prennent en main et ils ne doivent pas attendre toute la compagnie pétrolière, d'autant plus que nous ne sommes pas là pour rester éternellement. Nous avons généralement 30 ans, 40 ans d'exploitation, mais au bout de 40 ans, si on n'a pas d'autres champs, on s'en va. Donc il ne faut surtout pas créer une situation d'assistanat. Alors, non, c'est là. Voilà, je vais vous donner quelques exemples avec des images du Nigeria. Le nombre de ce qu'on appelle des éléphants blancs en Afrique, c'est-à-dire des projets qui ont été lancés par les compagnies pétrolières et puis qui, par manque d'intérêt des populations ou par retrait de ces compagnies, s'avèrent être une véritable catastrophe.
Ben, voilà des exemples, vous voyez, des écoles qui ont été construites, et puis il n'y a personne, il n'y a pas de professeur, alors l'école tombe en désuétude, et puis voilà, vous avez ce qui reste, c'est des ruines. Voilà, tous des projets abandonnés, des projets qui sont mal gérés, qui sont mal conçus. Celle-là est intéressante. La digue qui a l'air de laisser passer beaucoup de personnes après, mais au début, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas la place. Les contributions des compagnies pétrolières, c'est fermé. Vous avez un beau bâtiment qui a été construit, puis il y a un cadenas et personne n'y a accès. Et ça, on le voit pas beaucoup en Afrique. Et une politique responsable en la matière consiste à faire confiance aux gens et à les laisser s'exprimer sur ce que je disais au début, sur leurs problèmes. Parce qu'ils connaissent leurs problèmes bien plus que vous. Si vous arrivez déjà avec des solutions à leurs problèmes alors que vous n'avez pas demandé quels sont leurs problèmes, ça se termine mal, ça se termine dans tous ces projets de ces éléphants blancs. Donc il faut parler aux gens, il faut les laisser s'exprimer, même si leurs solutions ou leurs demandes vous semblent complètement incongrues. Ne pas faire ce que vous savez faire, mais faire ce dont ils ont besoin. Par exemple, on réunit, c'est souvent d'ailleurs les femmes qui sont moteurs dans les villages, dans la plupart des pays du tiers-monde, c'est elles qui savent ce dont les habitants ont besoin et qui sont le mieux à même de nous renseigner. Donc on vous crée un club de discussion dans un premier temps et alors vous leur demandez de quoi vous avez besoin, d'une jetée, d'une école, et puis comment on va traiter après, est-ce qu'il y aura assez de professeurs, comment on paye les professeurs, que ce ne soit pas nous qui les payons, mais que vous trouviez un système pour les payer, pour entretenir les installations. Comment se procurer du matériel. Il est important qu'ils participent à l'acquisition du matériel. Si on leur apporte tout, une fois de plus, ça va être une société d'assistanat. Donc il faut qu'ils mettent un peu d'argent de côté dans un premier temps pour participer, même si c'est modeste, mais qu'ils participent à ces travaux. Contribuer, ceux qui ne peuvent pas payer par leurs travaux. Et là, ils sont en train de monter eux-mêmes un quai. De manière à ce qu'ils puissent dire, nous l'avons fait, c'est à nous, c'est notre travail, et c'est pas le travail de Total. Et cette histoire ici, dans ce village au Nigeria, on avait souhaité ou proposé de faire une école ou un hôpital. Et les villages ont dit non, on veut un quai comme ça. On n'a pas compris pourquoi, ça semblait beaucoup moins important comme travail. Et en fait, en discutant avec les gens, on s'est aperçu que c'est parce qu'il y avait un enfant qui était mort. C'est un bateau qui vient chercher les enfants pour aller à l'école tous les matins, qui passe de village en village et qui les amène à l'école. Et l'absence de quai avait fait qu'un enfant s'était noyé en montant sur le bateau. Il y aurait eu un quai, l'enfant ne serait pas noyé. Ça avait traumatisé le village. Et plutôt que d'avoir une école, plutôt que d'avoir un dispensaire, ils ont demandé un quai pour exorciser ce problème. C'est des choses qu'il faut respecter parce qu'on n'a pas les solutions à leurs problèmes. Troisième axe, le changement climatique. Nous sommes conscients, je dirais nous, surtout les compagnies européennes, maintenant les compagnies américaines, mais elles ont mis un peu plus de temps à y venir, que nos activités d'exploitation de fossiles réchauffent la planète. Et donc nous devons faire quelque chose pour maintenir les 2 degrés qui sont demandés par les instances internationales de baisse du climat. Alors si on ne fait rien, effectivement, on voit qu'on va continuer à faire du réchauffement climatique. Et le scénario à 2 degrés exige un certain nombre d'opérations que nous prenons en charge. Un tiers de ces 2 degrés peuvent être gagnés grâce aux énergies renouvelables. Et nous nous sommes lancés fortement dans les énergies renouvelables chez Total, puisque nous sommes propriétaires, ça ne se sait pas, mais de la 2e compagnie solaire au monde, qui s'appelle SunPower, qui est une compagnie californienne, qui a une technologie d'avance avec un rayonnement sur les plaques de silice de très haut niveau,
bien supérieur à ce que font les compagnies chinoises notamment. Et donc, on est propriétaire à 60% de cette compagnie. Nous travaillons également sur l'efficacité énergétique, qui également doit nous rapporter un tiers de ces 2 degrés. Alors, l'efficacité énergétique, c'est pour le même litre d'essence que vous allez acheter, eh bien, j'espère que cette essence dure plus longtemps et que vous fassiez plus de kilomètres avec. C'est ce qu'on essaie avec Excellium, c'est ce qu'on essaie avec certains de nos produits, et puis nos huiles également. Il y a beaucoup de recherche qui est faite pour avoir moins de produits pour plus de durée. Et puis, la conversion de notre business model du pétrole vers des choses moins polluantes. D'abord, on a abandonné le charbon. On avait une mine de charbon en Afrique du Sud. On l'a vendue, on ne s'occupe plus de charbon. Et puis, on est en train de se transformer la société dans une compagnie gazière. Parce que si on regarde les taux d'émission de CO2, lorsque le charbon pollue à niveau de 100, le pétrole pollue au niveau de 50 et le gaz au niveau de 25. C'est ça les ratios. Et donc, la compagnie qui est aujourd'hui majoritairement pétrolière, 53-54%, a pour objectif, dans les 5 à 10 années à venir, de devenir fortement gazière et abandonner petit à petit le pétrole. Alors, les énergies, sur le long terme, c'est un peu ce que je vous disais, on a promu le gaz naturel, on est en train de s'occuper du gaz naturel et on fait retirer du charbon. On s'occupe du solaire, également des biofuels. On est en train d'essayer de monter à l'Amed, transformer une raffinerie près de Marseille, une raffinerie qui était une raffinerie de pétrole, on essaie de transformer en raffinerie d'huile végétale. Alors, ça pose de nouveaux problèmes parce que vous êtes au courant des problèmes de l'huile de palme. Or, une partie non négligeable du feedstock de cette raffinerie doit venir de l'huile de palme. Donc, ça pose d'autres problèmes, mais enfin, chaque chose en son temps va résoudre ce problème-là aussi. Améliorer l'efficacité énergétique, on vient d'en parler. Développer des solutions pour donner accès à tout le monde à une clean energy. Alors ça, c'est une expérience, je crois qu'il y a une slide qui va en parler, je vais peut-être déflorer le sujet maintenant. C'est une expérience qui est très prometteuse. On a mis en place des petits capteurs solaires qui s'appellent, vous avez peut-être entendu parler de ça, ça s'appelle Awango. Awango, c'est le nom qu'on a donné en Afrique pour ces capteurs solaires qui fournissent de l'électricité dans tous les endroits où il n'y a aucune prise électrique ni quoi que ce soit. Donc, vous mettez ça sur le haut de la hutte, notamment en Afrique, avec un fil qui descend et qui permet d'avoir de la lumière ou la télévision ou toute l'électricité ou des ordinateurs, alors qu'en Afrique, généralement, lorsque la nuit tombe à 6h35 tous les jours, eh bien, vous ne pouvez plus rien faire. Les étudiants ne peuvent plus étudier parce qu'il n'y a pas de lumière. En permettant à chaque maison d'avoir de la lumière avec une petite installation très simple et vendue à prix coûtant, vous offrez 3 heures de plus d'études aux écoliers. Et ça, c'est très porteur. À Wango, on a, je crois, sur la slide, on va dire qu'on a, je ne vais pas dire de bêtises, je vais regarder la slide un peu plus tard pour dire des bêtises, mais on a plusieurs millions de maisons, de familles qui sont destinataires de ce projet. Et puis, stimuler des initiatives, c'est également un axe de développement. Nous ne sommes pas... Si Total fait les choses seul, ça n'amènera à rien. Il faut que nous entraînions avec nous d'autres compagnies pétrolières. Et nous avons réuni un club qui va suivre les mêmes préceptes et qui va se développer sur ces axes de manière à ce que globalement, il y a des compagnies, principalement toutes les compagnies européennes nous ont rejoints. C'est nous qui avons lancé l'initiative. Agip, Shell, BP, les compagnies européennes nous ont rejoints. Pas de compagnies américaines, mais des compagnies saoudiennes, russes et chinoises qui sont conscientes du problème.
il y avait autrefois une slide là, qui a dû passer à l'as. De mémoire, le projet Awango, ça a touché 5 millions de personnes pour avoir cette électricité faite avec du solaire. Et notre objectif d'ici 4 ans, c'est d'avoir 25 millions de personnes qui bénéficient de cela en Afrique. Alors, c'est des appareils que l'on trouve dans nos stations-service, puisqu'on est le premier distributeur d'essence en Afrique. On est dans tous les pays d'Afrique, sauf, je crois, l'Érythrée, le Sud-Soudan. À part 2 ou 3 pays, on est partout. Oui? Ah. Pour continuer, connectez-vous avec un compte administrateur. J'appuie quoi sur Enter? Voilà. Merci. Oui, donc, voilà, c'était sur Awango. Dernier axe de développement, les droits humains, les droits de l'homme, qui posent également des problèmes, qui est un challenge très important, puisque, contrairement à d'autres activités, nous sommes obligés d'aller dans les pays qui ont des ressources, et nous sommes dictés par la géologie. Ce n'est pas des aspects commerciaux qui nous guident, c'est la géologie. On ne va pas au Myanmar parce que le travail est moins cher que... Si on cherche du travail moins cher, une compagnie va aller en Thaïlande. Elle ne va pas se prendre les problèmes politiques du Myanmar. Donc, par contre, une compagnie pétrolière, elle dépend de la géologie. On cherche du pétrole là où il est et on n'est pas dépendant du marché du travail. Donc, ça pose des problèmes parce que du coup, vous investissez dans des pays dont la gouvernance est discutable. Alors les sujets sont nombreux. Vous avez le droit des peuples indigènes, souvent qui sont des problèmes préexistants à notre arrivée. C'est le cas souvent en Amérique du Sud, où vous avez la population, notamment en Bolivie, où une population d'Indiens qui est en conflit souvent fort avec les populations héritées des Espagnols, des conquistadors espagnols. Bon, il y a des subtils mélanges sur lesquels il faut faire attention. La supply chain, on vient d'en parler, c'est faire travailler les gens localement. Et puis la sécurité. Il y a des pays dans lesquels vous êtes gardés militairement parce que le pétrole est une ressource importante pour le pays. Ils font garder les puits de pétrole par des hommes en armes. Et s'il y a des manifestations ou des villageois qui veulent manifester, dans certains pays, les militaires se servent de leurs armes et tirent dans la foule. C'est hors de question. Donc ça veut dire que nous prenons en charge nous-mêmes la sécurité de nos installations et nous entraînons nos vigiles, mais également les forces armées du pays qui restent dans le coin, à respecter les droits de l'homme, avec des programmes de formation du respect des droits de l'homme. C'est une initiative qui s'appelle les VPSHR, Voluntary Principles on Security and Human Rights, que beaucoup de pétroliers ont rejoint et qui nous obligent, mais c'est nous-mêmes qui nous obligeons, à former l'armée d'un pays, ou au moins la partie qui s'occupe de nos installations, à respecter les droits de l'homme et à utiliser, si c'est nécessaire, au pire, des matraques, mais en aucun cas des armes à feu. Voilà, alors, quels sont les sujets des droits de l'homme? Nous faisons face à des sujets très divers. Vous avez dans certains pays une discrimination organisée. Je pense dans certains pays du Moyen-Orient, quand les femmes n'ont pas le droit de conduire, quand on demande à certains employés qui ne sont pas nationaux de laisser leurs papiers d'identité et leur passeport auprès de la police, et qu'ils sont interdits, je ne sais pas, des Pakistanais qui sont en Arabie Saoudite, ils n'ont pas le droit d'avoir leur papier d'identité ou leur passeport avec eux. C'est confisqué en permanence par la police, qui les laisse sortir au bon vouloir. C'est des sujets sur lesquels il faut se pencher et s'assurer que lorsque ces gens veulent rentrer chez eux, ne serait-ce qu'en vacances, qu'ils aient les papiers nécessaires et peser tout le poids de la société pour leur permettre. Il y a des sujets comme
dans certaines tribus, certains pays d'Afrique, il est hors de question que telle ethnie soit commandée par une autre ethnie. Or, nous avons une politique de non-discrimination. Nous ne pouvons pas dire qu'on va respecter cette coutume, et si une personne d'une ethnie soi-disant inférieure a prouvé ses capacités, ben elle sera chef de département à la place de la personne d'une autre ethnie. C'est des sujets qui sont à traiter très sérieusement. Et puis il y a les problèmes des salaires. Dans certains pays, les hommes, enfin même en France, les hommes sont payés de manière supérieure aux femmes. À nous d'assurer qu'il y ait une politique de non-discrimination en la matière dans tous les pays, même dans ceux qui organisent ce genre de situation. Droit syndical. En Birmanie, on a été la première compagnie à créer un syndicat. C'est interdit par la loi. Mais nous, ce sont nos normes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit. Alors on ne l'a pas appelé syndicat, on l'a appelé Union des employés. Et ils avaient des rendez-vous réguliers avec le management, comme un syndicat en France. Mais c'était la seule entreprise au Myanmar qui pouvait l'avoir. Parce que ça répond à nos critères qui sont contenus dans notre code de conduite. Et même parfois, ça va un peu à l'encontre des critères des pays dans lesquels nous sommes établis. Bon, Human Rights and Local Communities, on en a un petit peu parlé. C'est la protection de l'environnement. Et les droits, oui, ça c'est les droits sur les espaces terrestres. Beaucoup de pays n'ont pas de système de notaire qui prennent en compte votre propriété. C'est de temps immémoriaux, telle famille s'est installée sur un champ et estime que c'est son champ, et mon grand-père l'avait, mon arrière-grand-père, mais il n'y a aucun papier pour le témoigner. Et lorsque nous on a besoin de faire passer un pipe, ou lorsque nous on a besoin d'installer un campement, on cherche des papiers pour dire qu'est-ce qui est libre. On voit que tout est libre, d'une certaine manière. Et lorsqu'on commence à installer avec des pelleteuses, si on ne s'est pas renseigné avant, ben, il va y avoir des familles qui vont dire non, non, moi j'y étais, c'est un droit oral. Très difficile à gérer, ça aussi. Alors, il faut donc compenser des gens qui n'ont pas de papier sur le sujet et voir aller ailleurs, quoi. Voilà. C'est ce genre de problème que vous trouvez dans ces pays. Et puis, voilà, le Human Rights and Security, le dernier point, ben, on a un petit peu parlé, c'est s'assurer que les forces de l'ordre répliquent de manière proportionnelle aux agressions ou aux contestations dont la compagnie est victime. Et ouvre un chemin de dialogue plutôt que de frapper. Voilà. Alors, pour cela, nous avons un certain nombre de règles dans la maison qui sont notre code de conduite, un guide des droits de l'homme et un document qui s'appelle Industry Global Union qui fixe les règles auxquelles tout manager dans les filiales doit répondre et doit respecter. Mais il ne suffit pas d'avoir des règles, il faut les faire vérifier. Et les faire vérifier par des gens de l'extérieur. Parce que si c'est sur nos propres audits qui disent oui, on fait les choses bien, ça ne marche pas. Donc on a des organismes qui sont de très grande réputation. Une qui est britannique, qui s'appelle Good Corporation, et qui vérifie 90 points de respect des droits de l'homme dans toutes les filiales quand on leur demande, et qui nous font un rapport, un audit dans lequel qu'on doit prendre en compte. Leurs résultats sont publiés, donc on a intérêt à les prendre en compte. Il y a également le Danish Institute for Human Rights qui fait ce genre de travail, et puis une organisation qui nous a beaucoup aidé dans le problème du Myanmar, c'est CDA, une entreprise de Boston. Alors ça, c'est une femme remarquable qui est à la tête de cette organisation, qui est maintenant à la retraite, qui était une sorte de gourou des ONG en matière de respect des droits de l'homme. Et elle disait, compagnie pétrolière, amenez-moi vos problèmes, ça sera votre contribution financière, c'est vos problèmes. Et moi, je me charge de trouver des solutions et de vous proposer des solutions. Et elle ne se fait pas payer. Elle a toute une équipe de gens bénévoles, parce que si elle était payée, elle estime qu'elle était achetée, qu'elle était corrompue par les compagnies. Donc, elle publie des livres. Alors, la contrepartie, c'est que tout ce qu'elle trouve bien ou mal
dans notre manière de travailler, eh bien, elle le publie. Elle le publie, et donc on prend le risque, quand on dit venez inspecter ce qu'on fait au Nigeria ou au Myanmar, on prend le risque qu'elle dise des choses qui nous déplaisent. Mais jusqu'à présent, on a respecté cette règle. Au Myanmar, elle nous a sorti l'épine du pied sur beaucoup de sujets, en nous disant vous y prenez comme des manches, et on va vous montrer ce qu'il faut faire. Et on a suivi ses conseils, et grand bien nous en a pris. On a été pardonné, j'aime pas le mot, on a été absous par la communauté internationale suite à ces conseils. Voilà, et je vais conclure et après je répondrai à vos questions. Quelles sont les grandes tendances de la responsabilité sociétale d'entreprise? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle augmenter la matérialité. Ça veut dire en fait s'occuper des problèmes pratiques. Ce n'est pas la peine d'avoir des grandes théories. Chaque cas est différent et il n'y a pas de modèle universel pour traiter les sujets. C'est un peu de réflexion au niveau de chaque filiale, même si certaines entreprises nous servent de modèle. C'est sûr que pour être passé par l'expérience traumatisante de la Birmanie pour Total, c'est aujourd'hui le modèle à imiter le jour où on a des gros problèmes dans un pays. Mais il faut tenir compte des aspects culturels. C'est pas forcément que le système birman, la manière dont on a répondu en Birmanie, fonctionnera en Ouganda ou en Bolivie. Donc, adapter et chercher des sujets matériels et des axes de pertinence. Et puis, former un concept qui s'enracine davantage sur les pratiques opérationnelles sur le terrain, ça veut dire former nos ingénieurs à ces pratiques. Très souvent, nos ingénieurs, ils ont un travail à faire, ils font leur travail. Ils ne s'occupent pas de savoir si ça plaît aux populations ou si ça ne plaît pas. Il y a tout un aspect social qui s'ils ne sont pas formés pour ça, ils ne vont pas prendre en compte. Donc il faut former nos ingénieurs et leur faire comprendre que ce travail est préalable et qu'il n'y a pas de travail d'ingénieur qui compte tant que ce travail sociétal n'est pas fait. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire donc, sur la responsabilité sociétale d'entreprise, en espérant qu'avec des exemples, j'ai rendu la chose un peu plus vivante que vous enseignez des théories sur le sujet qui sont d'ailleurs pas évidentes. Chaque cas est très différent. Et si vous voulez, je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur et merci pour votre intervention. Alors vous avez parlé de l'importance de la sécurité, des moyens mis en place pour sécuriser les plateformes, mais aussi les employés de Total. De ce fait, je voulais savoir combien d'euros, enfin si vous pouvez nous répondre, combien d'euros l'entreprise Total dépense par an dans le domaine de la sécurité. Merci. J'ai absolument aucune idée. Parce que les situations d'abord sont très différentes d'un pays à l'autre. C'est sûr qu'en Norvège, vous ne dépensez pas autant qu'au Nigeria. Je pense que des pays comme le Nigeria sont le maximum de nos dépenses, parce que vous avez des actes de sabotage dans la région du Delta, dont d'ailleurs sont plus victimes Shell que nous-mêmes, parce qu'on a l'avantage, si j'ose dire, d'être offshore, alors que des compagnies comme Shell sont onshore. Et donc ils ont à traiter le problème de la cohabitation avec les villageois. Vous avez dû voir dans la presse des situations dans lesquelles les villageois, pensant qu'il y a de l'huile à récupérer dans les pipes, arrivent dans la nuit avec des vilebrequins, ils font des trous dans les pipelines et se mettent avec des jerrycans sous les pipelines pour récupérer cette huile. Seulement le problème, c'est qu'un coup sur deux, c'est du gaz. Et quand c'est du gaz, ça fait 200 morts aux alentours. Et voilà. Et quand c'est de l'huile, ça fait une trentaine de morts. Ceux qui sont autour avec des camions ou des barques pour récupérer ce pétrole. Donc, la plupart des cas qu'on a au Nigeria sont des cas, que Shell a au Nigeria, sont des cas de sabotage qui en plus polluent la zone. Et ça, c'est des vrais problèmes de sécurité qu'il y a pour les populations, pour nos installations. Bon,
C'est sûr qu'en Norvège, vous n'avez pas ce genre de problème. Je ne peux pas vous répondre sur la sécurité, le chiffre. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais savoir, en fait, quand Total place les enjeux et les problématiques sociales, environnementales au centre de sa stratégie, est-ce que déjà limiter le développement et la recherche d'autres gisements ne serait pas une façon de réduire l'impact environnemental et social Qu'est-ce que vous voulez dire, de laisser l'huile en terre, c'est ça? De limiter en fait le développement des activités pétrolières et la recherche de nouveaux gisements et... C'est vers quoi on s'oriente quand je dis qu'on va s'orienter vers les énergies nouvelles de plus en plus, qu'on essaie de devenir d'une compagnie pétrolière, on est en train de devenir une compagnie énergétique. On s'ouvre à... Mais c'est un phénomène qui va prendre quand même du temps. Parce que vous avez des licences sur 40 ans, 40, 50 ans. Il y a des besoins en matière d'énergie. Si on regardait toutes les projections de l'Agence internationale de l'énergie, force est de constater qu'en 2050, vous aurez autant de pétrole, voire plus, disponible sur Terre qu'aujourd'hui, parce que en chiffre absolu, ça aura diminué, mais non, en chiffre relatif, ça aura diminué, puisque les énergies nouvelles vont prendre de plus en plus d'espace. Aujourd'hui, c'est autour de 5 à 8%. Mais comme il y a une croissance de la demande d'énergie, dans l'absolu, ça va augmenter. Il y a malgré tout à répondre au sujet des besoins énergétiques. Oui. Par rapport à la question du gaz, ce gaz que vous dites moins impactant au niveau environnemental, est-ce qu'il l'est vraiment et quelles études, à quel point est-ce que c'est un changement Non, toutes les études montrent que le gaz est nettement moins polluant. Je vous dis 2 fois moins polluant que le pétrole, qui lui-même est 2 fois moins polluant que le charbon. Donc, c'est une solution provisoire. Le gaz, il peut remplacer le pétrole pour les 30 prochaines années. Et quand il y aura une solution en renouvelable, il faudra que ce renouvelable remplace également le gaz. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de renouvelable qui tienne la route, sur un plan économique. Vous savez, j'avais des chiffres. Pour produire en énergie ce que produit une station d'essence type station d'autoroute. On peut mettre des chiffres derrière une production en kilowatts ou en kilojoules d'une station d'autoroute. Eh bien, il faudrait un parc solaire qui fasse 25 km sur 25 km. Aujourd'hui, c'est ça les chiffres. Bonsoir. J'avais plusieurs questions qui sont plus ou moins liées. Alors déjà, est-ce que ce serait réellement envisageable de vous convertir entièrement à des énergies moins polluantes que le pétrole? Et du coup, quelle serait cette énergie, laquelle serait la plus rentable entre les 5 que vous avez évoqués, solaire, biofuels, etc. Et du coup, quand est-ce que vous estimez avoir un retour sur investissement sur les énergies renouvelables? Et est-ce que cette transition, elle sera coûteuse pour Total? Ouais. Alors, j'ai répondu un peu à la première question à l'instant. Aujourd'hui, l'économie des énergies renouvelables ne fonctionne pas sans subvention. Et on le voit avec notre filiale solaire. On a perdu beaucoup d'argent les 3 premières années. D'abord, il y a une compagnie qui a perdu énormément, c'est BP. BP s'est lancé dans le solaire. C'est à l'époque où ils ont changé leur logo, leur slogan. C'était plus BP, c'était devenu Beyond Petroleum. Ils ont pris le soleil comme logo. Tout ça pour se lancer dès 2002 dans une industrie qui n'était pas mature. Et ils ont perdu énormément d'argent sur ce sujet-là. Bon, nous, on a perdu les 3-4 premières années qu'on a investi dans Sun Power. L'année suivante a été une année mirifique. On a réussi à récupérer ce qu'on avait perdu les 3 années d'avant. Là, on est reparti dans un mouvement de baisse. Ce qui est sûr, c'est que plus le pétrole augmente, plus le prix du pétrole augmente, plus les énergies nouvelles ont leur chance.
Aujourd'hui, avec un pétrole à 25 $, le baril, c'est difficile pour les énergies nouvelles de s'aligner. 50 $ le baril, pardon. C'est difficile de s'aligner parce qu'elles sont beaucoup plus chères que 50 $ le baril. Donc on essaie de se transformer. Alors lesquels on privilégie? On a la stratégie. Bon, le nucléaire, c'est pas notre spécialité, on ne sait pas faire. Puis ça demande quand même un niveau d'acceptabilité qui est difficile à obtenir. On croit fortement au solaire. On croit également beaucoup à la biomasse. Alors la biomasse de deuxième génération, c'est-à-dire la biomasse qui n'empiète pas sur les cultures de nourriture. Parce que la première génération, c'était de la canne à sucre, c'était des choses qui étaient utiles à la nourriture. On ne croit pas, jusqu'à présent, on ne croyait pas beaucoup à l'éolien, qui pose des gros problèmes d'acceptabilité. Quand les gens sont autour de ces pales d'hélice, là, ils ont un bruit épouvantable et ils les rejettent. Quant à l'éolien offshore, alors là, sur un plan économique, on est encore plus dubitatif, parce qu'on sait ce que coûte de faire de la prospection pétrolière offshore, c'est 10 fois le prix de l'onshore. Donc mettre des pales dans la mer et les entretenir, ça coûte une fortune pour une rentabilité en électricité qui est très faible. Donc à une époque, on disait l'énergie éolienne, c'est du vent. C'est une manière un peu caricaturale, mais on n'y croit pas trop. Pour l'instant, on n'y croit pas trop. En plus, ça ne nécessite pas une spécialisation technique très forte. Autant ce que l'on fait en matière de pétrole, c'est difficile à imaginer, mais chercher du pétrole à 4000 mètres de profondeur, c'est techniquement aussi compliqué que d'aller sur la Lune. C'est le même genre de technologie, de niveau de technologie. Bon, une éolienne, c'est très simple. Et il n'y a pas de valeur ajoutée de la part d'une compagnie pétrolière à se lancer dans ce marché. Bonsoir. Alors moi, c'est une question véritablement responsabilité et image vis-à-vis de l'Arctique. Oui. Donc on sait qu'avec le baril qui était retombé à 35 $, 30 $ total, a abordé énormément de projets offshore, avait notamment gagné ses onshore, et maintenant qu'il est remonté et qu'il va certainement remonter au moins jusqu'à 70 $ d'ici la fin d'année. Que Dieu vous entende. J'imagine. C'est pas nos prévisions. Vu les certains conflits qui sont peut-être à venir, comment du coup Total va réannoncer certainement son retour sur l'Arctique? Dans tous les cas, vous garderez le onshore, et dans ce cas-là, comment allez-vous? Est-ce que vous allez aussi sortir une nouvelle ligne de conduite vis-à-vis de cette ressource non exploitée encore? Et si oui, quelle image avez-vous aborder avec les associations qui protègent en quelque sorte sur l'Arctique, on en reste aujourd'hui à la politique de M. de Margerie, qui était de dire on fait de la recherche en Arctique, mais si on trouve de l'huile, on n'exploite pas, et nous ne faisons que du gaz. Et du gaz, parce que les risques environnementaux sont incomparables entre le gaz et l'huile sur la banquise et sur l'huile. Donc en Arctique, on s'interdit de travailler sur de l'huile, et nos champs sont des champs de gaz, notamment en Sibérie, notamment au nord de la Norvège, parce que si jamais ça déborde, ça explose, enfin ça explose pas, ça se dilate dans l'air, l'air l'absorbe, et il n'y a pas de dommage à la nature comme il y a pour le pétrole. Donc on s'en tient à cette politique, et j'espère que le baril sera à 70 $. Mais nous on calcule malheureusement, on pense qu'il est durablement autour de 50. Ce qui pose des problèmes, parce que beaucoup de nos calculs, lorsqu'on s'est lancé dans les projets, étaient autour de 100 $. Du jour au lendemain, on vous annonce que ce que vous pensiez gagner va être divisé par 2. Et pour assurer une rentabilité à ces projets-là, c'est dur. On est obligé de serrer les coûts de nos contracteurs. Hein. Il n'y a pas de 1000 méthodes. Pour que ça soit rentable, il faut que les contracteurs baissent leur prix. Et tous les champs de construction renégocient tous les contrats. On fait des coupes dans les budgets en ne coupant rien sur la sécurité.
moyennant quoi on arrive à obtenir une certaine rentabilité, mais enfin, c'est une période un peu dure. L'exploration-production qui contribuait à pratiquement 80% du chiffre d'affaires de la boîte est descendu en quelques années à 20%. Ben, on est en ligne avec elles parce que on suit leurs préconisations en la matière, pas d'exploitation dangereuse, quoi. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, on prévoit d'ici 2025 que le parc automobile français serait à 50% composé de voitures électriques. Comment est-ce que Total compte remédier à ça et rester sur le marché de l'essence aux particuliers? Il va falloir qu'on évolue. Hein. On ne peut pas décréter. En Norvège également, ils ont décidé qu'en 2040, il n'y aurait plus une seule voiture à essence ou diesel. Il n'y aurait plus de pompe à essence. Bon, il faudra évoluer, on participe nous-mêmes à cette évolution en étant des producteurs d'énergie. Va-t-on se lancer dans l'électricité? Va-t-on se lancer dans le GNL? Mais il faut évoluer et ne plus être un producteur d'essence uniquement. Ça posera des problèmes de restructuration. On ne va pas garder en France une dizaine de raffineries s'il n'y a plus de pétrole à raffiner. Ça pose des problèmes. Il y a la loi Hulot qui est en train de passer actuellement au Sénat, qui est passée au Sénat la semaine dernière, qui interdit, c'est une première, il y a un seul pays, je crois c'est le Nicaragua qui a fait ça, qui interdit l'exploration pétrolière sur le domaine français. On n'a plus le droit aujourd'hui, avec cette loi Hulot qui va passer dans 15 jours, qui sera passée, on n'aura plus le droit de faire de l'exploration pour du gaz ou pour du pétrole sur le territoire français, y compris en Outre-mer. Bon, il va falloir changer de terrain de chasse et puis petit à petit se réorienter vers d'autres énergies comme les énergies nouvelles. On va se transformer en compagnie d'énergie. Il y aura le problème des stations d'essence. On a un parc immobilier de stations d'essence. Il faudra qu'on leur trouve une autre utilité, une autre destination. Il y aura des problèmes sociaux qui vont arriver. Il y a des raffineurs, il y a des tenanciers de stations d'essence. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? Bonsoir. Oui. J'ai plusieurs questions. Du coup, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Allez-y. Vous avez évoqué un club du coup des compagnies pétrolières, dont des compagnies qui sont russes, chinoises, avec Shell, etc. Et je voulais savoir à quand date cette association et quels sont aujourd'hui les aboutissements en fait de cette volonté de mettre en place un travail, une coopération internationale. Alors, j'avais une slide là-dessus, c'est dommage, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ça s'appelle le OGC, Oil and Gas for Climate, quelque chose comme ça, et qui réunit, je vous dis, les compagnies européennes principales, une compagnie russe, une compagnie saoudienne, une compagnie chinoise, mais des plus importantes. Et ça date de l'époque de Christophe de Margerie, donc ça doit dater de maintenant 3-4 ans. L'idée étant de partager au sein de ce club les bonnes pratiques pour arriver au résultat des 2 degrés de moins. Chacun a des idées, mais si on prend les idées de l'autre, ça fait du bien pour la planète. Donc on partage les idées et puis surtout on les met en place ensemble. Voilà, c'est un club qui se réunit régulièrement et qui... Vous avez des exemples concrets de cette mise en place? C'est l'abstention de flaring, par exemple, de torchage de gaz. On s'interdit de torcher le gaz désormais et remplacer les méthodes de torchage de gaz par des méthodes beaucoup plus coûteuses, que ce soit du gaz lift, que ce soit de la récupération du gaz, de l'utilisation du gaz, mais en aucun cas du torchage. C'est des méthodes, c'est les mêmes méthodes que je viens de décrire, c'est-à-dire une meilleure utilisation de l'énergie pour avoir moins de produits pour plus d'énergie. Ma seconde question concerne
quelque chose que j'ai lu sur Internet. Il semblerait qu'il y ait une signature avec le ministre de l'énergie norvégien pour une intégration au Technology Centre Mongstad. Et je voulais savoir, enfin, il y avait apparemment une volonté de s'inscrire dans vraiment une transition énergétique et de faire un effort pour pouvoir passer au vert en quelque sorte. Et pareil, je voulais savoir s'il y avait eu un quelconque aboutissement par rapport à ça. Ça ne me dit rien. Je sais que je peux vous dire que la Norvège est très en avance. Après avoir été un pays très pétrolier, qui a dû son boom économique au pétrole, la Norvège tourne un peu le dos au pétrole. Alors, doucement quand même, parce qu'ils ont ce qu'on appelle un fonds pétrolier, Petroleum Fund, qui est chargé de récolter les bénéfices du pétrole et les garder, et de ne pas les utiliser tous aujourd'hui, mais les garder pour les générations futures. Donc, dès qu'ils ont cet argent, ils le placent dans des compagnies qui rapportent de l'argent, de manière à ce qu'à la bourse, de manière à ce que la Norvège s'enrichisse et fasse bénéficier indirectement par les prix du pétrole de la population norvégienne. Bon, et ils ont décidé de supprimer leur participation dans un certain nombre d'activités qu'ils estimaient non éthiques. Les armes, les cigarettes, et ils se posent la question, ça revient régulièrement, le pétrole. Ce qui serait intéressant, c'est que ce fonds pétrolier norvégien qui renie ses parents, finalement, qui renie son origine, va se retrouver à ne pas investir dans des compagnies comme Statoil, bon, la question aujourd'hui n'est pas tranchée, ils continuent à le faire. Hein. Mais régulièrement, ça revient au Parlement norvégien, cette discussion sur l'investissement dans les compagnies pétrolières, parce qu'ils ont pris également conscience du problème du climat. Je vais faire ma dernière question et ensuite je pense que je vais juste venir vous voir à la fin de la conférence. C'est concernant le point par rapport à la formation au respect des droits de l'homme, concernant vos vigiles à vous, mais également les armées locales. Et je voulais savoir est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une forme d'interventionnisme dans la politique interne, et même du fonctionnement de l'État, tout simplement. Oui, c'est d'intervention, mais en même temps, on ne peut pas laisser faire des pays qui vont traiter les populations de manière inacceptable. Nous avons notre charte de conduite, et lorsqu'on rentre dans un pays, on prévient les autorités qu'on a un certain nombre de règles que l'on s'applique. S'ils ont choisi Total, il faudra faire avec ces règles. Ce que je voulais dire, c'était concernant la légitimité même en fait de cette charte, et je voulais savoir si en dehors de Total, il y avait un moyen de contrôle ou même une autorité morale à ça. Il n'y a pas d'autorité, on n'a pas d'autorité morale, mais on a un guide de conduite que vous trouverez sur Internet, sur lequel il y a un certain nombre de règles de respect. Et quand Total intervient dans un pays, on met notre code de conduite en annexe au contrat pétrolier que l'on signe. En disant, voilà, vous avez choisi Total, si vous ne voulez pas, vous choisissez, je ne vais pas donner de nom de compagnie qui ont d'autres pratiques, mais vous choisissez telle compagnie, et puis vous avez pris ça, il y aura des avantages, des inconvénients, il y a une haute technologie, il y a une haute technicité, on fait des choses que les autres ne savent pas faire, mais on a cette charte avec nous et il faudra la respecter. Et c'est ce qu'on a fait au Myanmar notamment. Au Myanmar, la chose qui nous est le plus, sur laquelle on a été le plus remerciés par Aung San Suu Kyi elle-même, c'est d'avoir protégé les 50 000 personnes qui vivaient près de notre pipe des exactions de l'armée qui sont dans ce pays, qui sont considérées comme normales. C'est une armée qui n'a pas de moyens logistiques, l'armée birmane, où les casernes sont fabriquées par les soldats en vitesse dans la forêt. La nourriture des soldats provient des popotes que font les épouses des soldats. Il n'y a pas de cantine. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un retour au travail forcé. C'est-à-dire qu'ils disent, on va faire construire une caserne, on n'est pas assez nombreux, on prend les villageois et on leur demande à la pointe du fusil de construire nos casernes. Travail forcé. C'était une méthode qu'avaient utilisée les occupants, les colonies britanniques, pour faire payer l'impôt dans un pays où il n'y avait pas d'argent. Quand ils occupaient la Birmanie, ils disent, vous ne payez pas d'impôt, mais
En échange, vous allez faire des routes. C'est la corvée, comme on avait au Moyen-Âge en France. Voilà. Bon, ben ça, c'est interdit. Nous c'est contre nos règles. Donc on a dit, dans la zone du pipe, on peut pas interdire dans tout le pays, on n'est pas légitime, mais au moins dans la zone du pipe, sur les 50 000 personnes qui entourent le travail de cette manière, était interdit. Et lorsque les militaires birmans se voyaient ordonnés par Yangon de faire des travaux d'amélioration des routes, on allait voir les militaires, on leur disait on a peut-être des solutions, on a peut-être une pelleteuse à vous prêter, on a peut-être mais on va faire quelque chose, mais il est hors de question que vous mobilisiez des villageois. Ou alors il faut les payer. Ils n'ont pas d'argent. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle. On va s'arrêter là parce qu'on a un dîner des anciens après. Donc, merci beaucoup.